Amis internautes de Belle TV, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de plus en plus récurrent. Il s'agit de l'accident vasculaire cérébral ou AVC. L'AVC est une pathologie fréquente et grave à l'origine de plusieurs hospitalisations, handicaps et décès. Bien qu'il puisse survenir à tout âge, il touche plus particulièrement les personnes âgées. Mais qu'est-ce qui provoque cet incident? Comment l'éviter? Quels sont les symptômes à surveiller et comment réagir rapidement pour lancer l'alerte? Ce sont ces questions que nous explorerons dans cette émission. Pour éclairer notre lanterne, nous avons le plaisir de recevoir Juste Danquayon, médecin généraliste et prêtre de Fars. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, sans transition aucune, dites-nous docteur, qu'est-ce que c'est que l'AVC? Merci, je salue les internautes et tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Comme vous avez su bien le dire, AVC c'est un sigle. Le A veut dire accident, F veut dire vasculaire et C veut dire cérébral. Quand on parle d'accident, c'est quelque chose qui vient de façon brutale. Un accident ne se programme pas, ça survient de façon brutale. Donc c'est un événement qui survient de façon brutale, et quand on dit vasculaire, c'est lié au sang, c'est lié au vaisseau, et quand on dit cérébral, c'est lié au vaisseau du cerveau. Okay. Donc voilà un peu de façon ramassée les trois lettres de cette pathologie-là, comment on pourrait les définir. Pour aller un peu plus loin, il s'agit d'une perturbation au niveau de la circulation sanguine du cerveau, qui survient de façon brutale et de façon subite. Donc c'est un événement inattendu. Au niveau du cerveau, il y a une irrigation sanguine qui se fait. Et il y a deux mécanismes qui sont à l'origine de cet AVC-là, qui rentrent en ligne de compte de la définition. En premier lieu, il s'agit d'un blocage au niveau d'un des vaisseaux qui irrigue le cerveau. Et lorsqu'il y a le blocage, il y a un manque d'apport d'éléments sanguins au niveau du cerveau. Tout ce que le sang apportait au cerveau, tout ça est écourté. L'oxygène, les nutriments, tout ça est écourté. Donc, dès que vous ne trouvez pas à manger, vous commencez par souffrir. Donc, il y a une partie du cerveau qui est concernée par ce vaisseau ou bien ce conduit qui apporte le sang et qui est bloqué, qui commence par souffrir. La deuxième chose, ou le deuxième mécanisme, c'est une hémorragie qui est due à une explosion ou une rupture d'un vaisseau qui conduit aussi le sang vers une partie du cerveau. Donc, dès qu'il y a rupture de ce vaisseau-là, il y a un déversement ou une hémorragie qui se manifeste à cet endroit où il y a cette rupture du sang. Donc, voilà les deux manières de survenue de cet accident-là. Donc, c'est une perturbation de la circulation sanguine au niveau du cerveau et qui survient de cette manière-là. Et vous voyez, déjà dans la définition, j'ai exploré déjà deux mécanismes. C'est en fonction du mécanisme d'action qu'on dit le type d'AVC dont il s'agit. Lorsque c'est un blocus au niveau du vaisseau qui doit apporter le sang, qui doit apporter l'oxygène et les nutriments à une partie du cerveau, c'est un AVC qui concerne un manque d'apport. Donc, qui fait que les cellules qui doivent bénéficier de cet apport-là commencent par souffrir. On appelle ça une ischémie. Lorsque les cellules n'ont plus le sang, hémie veut dire sang, isch veut dire manque. Donc, ischémie, c'est pour dire un manque de sang, un manque d'apport de sang. Donc là, il s'agit d'un AVC ischémique. Lorsque c'est une rupture d'une artère ou bien d'un vaisseau qui doit apporter le sang et qui se rompt et qui déverse le sang à un endroit où il ne devait pas déverser le sang, c'est une hémorragie qui survient. Donc, il s'agit d'un AVC hémorragique. Donc, voilà les deux types d'AVC que nous avons. On a l'AVC ischémique et on a l'AVC hémorragique. Donc là, tout de suite, là, vous avez brossé un peu ce qui pourrait causer cette pathologie. Oui. Il y a un petit aperçu qu'on va faire rapidement sur les facteurs de risque. Parce qu'il y a des facteurs qui prédisposent l'individu à faire un AVC. Et parmi ces facteurs, le plus récurrent et le plus féroce, je vais dire, c'est l'hypertension artérielle. Lorsque vous êtes hypertendu et que votre hypertension est mal suivie, ou bien lorsque votre hypertension est non suivie du tout, vous êtes à risque de faire un AVC. Puisque lorsque vous êtes hypertendu, il y a votre cœur qui dégage du sang vers les vaisseaux avec une force qui est incontrôlée. C'est une hypertension. Hyper veut dire élevé. La tension veut dire une force. Donc, lorsque vous avez une hypertension, votre cœur dégage le sang, parce que c'est le cœur qui est le moteur de l'organisme. Donc, ça dégage le sang plutôt avec force.
Le fait que chaque fois le cœur dégage le sang avec force fait qu'il y a ces vaisseaux-là qui doivent transmettre ou bien qui doivent amener le sang vers les organes qui reçoivent cette force-là. Donc le fait que chaque fois le cœur dégage de la force vers ces vaisseaux-là, ça rend ces vaisseaux à un moment donné très rigides. Et facilement, ces vaisseaux-là peuvent se rompre facilement. Donc la plupart des gens qui sont hyper tendus font souvent des AVC hémorragiques. Lorsqu'il n'y a pas d'autres facteurs associés, ils font souvent des AVC hémorragiques parce que leur cœur a forcé beaucoup pendant longtemps ces vaisseaux-là et a agi de façon violente sur ces vaisseaux-là. Donc à un moment donné, ces vaisseaux deviennent rigides et facilement ces vaisseaux-là peuvent se rompre. Lorsque vous allez laisser l'hypertension, le deuxième facteur de risque, c'est le tabagisme. Ceux qui sont tabagiques, lorsque vous fumez, normalement, vous devez respirer l'air simple, l'air ambiant. Lorsque vous respirez l'air simple apporte de l'oxygène à l'organisme. Donc, vos hémoglobines qui doivent capter l'oxygène, ils captent de l'oxygène pur. Mais lorsque vous commencez par prendre du tabac, lorsque vous êtes tabagique, au lieu que ça soit seulement l'oxygène que vous apportez au sang, vous apportez l'oxygène et les éléments tabagiques là au sang. Donc, au lieu que ce soit l'O2 qui se fixe aux hémoglobines, il y a les éléments du tabac qui vont empêcher l'O2 de se fixer correctement. Donc, vous aurez plutôt un manque d'apport d'oxygène vers le sang. Lorsque le manque d'apport est là, le sang ne va pas irriguer normalement les cellules de l'organisme, ne va pas apporter aussi la quantité d'oxygène qu'il faut au niveau de ces cellules-là. Donc, les tabagiques vont souvent faire un AVC ischémique parce qu'il y a un manque d'apport, il y a un défaut d'apport. Après le tabagisme, c'est l'alcoolisme. Ceux qui prennent de l'alcool, l'alcool agit sur le foie. Or, le foie, c'est l'organe qui produit les facteurs de coagulation du sang. Donc, lorsque vous agissez sur le foie et vous détruisez votre foie, l'organisme ne produit plus normalement les facteurs de coagulation du sang. Donc, à un moment donné, le sang n'est plus assez visqueux et ça devient très fluide. Le fait que ça devienne très fluide fait qu'à un moment donné, facilement, vous pouvez faire une hémorragie. Parce que les endroits où le sang doit être assez visqueux, les endroits où les facteurs de coagulation doivent agir, en cet endroit-là, les facteurs de coagulation ne sont plus en quantité pour bien agir. Donc ceux-là aussi vont faire des AVC hémorragiques. Parce qu'à un moment donné, le sang ne sera plus assez visqueux, les facteurs de coagulation ne seront plus assez importants dans le sang, et ceux-là vont faire un AVC hémorragique. Après l'alcoolisme, vous avez le cholestérol. Dans l'organisme, il y a le cholestérol, ce sont les lipides. Donc tout ce que nous apportons à l'organisme comme éléments gras, c'est ça qui rentre en ligne de compte pour le cholestérol. Il y a le bon cholestérol qui est le cholestérol HDL, et il y a le mauvais cholestérol qui est le cholestérol LDL. Le cholestérol HDL est très important pour l'organisme parce que ça aide l'organisme, mais le cholestérol LDL est un mauvais cholestérol. Ça se contient dans les huiles que nous prenons, les aliments gras que nous prenons. Et à force de prendre en quantité ces éléments gras, ça commence par se stagner au niveau des vaisseaux, qui va créer plus tard quelque chose sous forme de plaque que nous appelons l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose est une plaque qui se colle au niveau des vaisseaux et ça va commencer par réduire le calibre des vaisseaux. Donc si c'était un vaisseau peut-être, ou bien une artère peut-être de 2 mm, ça va peut-être revenir à 1 mm ou bien à 0,50 mm, ce qui va faire que la quantité de sang qui doit prendre par ce canal-là et aller vers les tissus, les cellules cérébrales, cette quantité de sang ne va plus partir. Donc, à un moment donné, il y aura manque d'apport de sang au niveau de ces cellules-là et cela va faire un AVC ischémique. Ça, c'est le mécanisme d'action lorsque c'est le cholestérol qui est élevé. Un autre facteur, c'est la sédentarité, ceux qui ne font pas d'activité physique. Lorsque vous ne faites pas d'activité physique, vous n'éliminez pas en quantité que ce soit les lipides, que ce soit les déchets du sang. Donc tout ça va faire que votre sang ne sera pas assez propre, assez pur. Et à un moment donné, il y aura encore ces plaques d'athérosclérose qui vont se former aussi. Lorsque vous ne faites pas d'activité physique aussi, il y a votre cœur qui ne va, à un moment donné, ne va pas pouvoir s'adapter normalement au corps, ne va pas continuer sa fonction normale. Donc la tension avec laquelle le cœur va éjecter le sang, à un moment donné, va commencer par baisser. Et tout ça va créer aussi, à un moment donné, un AVC qui sera hémorragique. Lorsque vous ne faites pas aussi d'activité physique, il y a un surpoids qui va s'installer. Et avec ce surpoids-là, facilement, vous pouvez aussi faire, vous aurez une croissance des éléments graves, vous pouvez aussi faire un AVC. Après la sédentarité, il y a d'autres maladies qui sont des maladies liées au cœur, qui sont des pathologies cardiaques, surtout les coronaropathies, parce qu'il y a deux vaisseaux qui irriguent le cœur, qui sont les vaisseaux coronaires. À un moment donné, il peut y avoir aussi une embolie de ces vaisseaux-là. L'embolie, c'est la formation d'un caillot de sang qui va boucher ces vaisseaux-là, qui va empêcher le cœur d'être irrigué. Et à ce moment donné, vous pouvez aussi faire un AVC. Donc,
dans le sens des facteurs de risque qui peuvent créer l'AVC, voilà les facteurs de risque phares. D'autres disent qu'il y a aussi le stress et tout ça, le boulot, ils sont acculés, ces personnes-là. Bon, oui, on peut parler du stress parce que lorsque vous êtes stressé, il y a une production d'adrénaline et cette production d'adrénaline va accélérer la fonction du cœur. L'accélération de la fonction du cœur va faire qu'à un moment donné, il peut y avoir une élévation de la tension artérielle. Donc, le stress va rejoindre encore le mécanisme d'action de l'hypertension artérielle et c'est en ce moment que vous allez pouvoir faire un AVC. Alors, comment se fait le diagnostic? Ok, là, nous allons rentrer dans le sens des signes. Lorsque, on l'a dit tantôt, que c'est un accident qui survient de façon subite, de façon brutale. Dès que l'accident survient, en français terre à terre, nous allons dire que vous allez d'abord constater qu'il y a une hyposensibilité au niveau de certaines parties de votre corps. D'abord, à partir du visage, vous allez constater que lorsque vous regardez un miroir, vous allez sentir comme s'il y a une déformation de votre visage. À un moment donné, vous allez aussi avoir une déviation de votre bouche, peut-être à gauche ou bien vers la droite, parce que là déjà s'installe une paralysie faciale. Après la paralysie, il faut voir si vous avez une incapacité de bouger vos membres, de mouvoir vos membres. Parce que lorsque l'AVC survient, le cerveau est divisé en deux. On a deux hémisphères au niveau du cerveau. Il y a l'hémisphère du côté droit, il y a aussi du côté gauche. Lorsque la lésion est située au niveau de l'hémisphère qui est situé du côté droit, les lésions sont souvent localisées du côté gauche. Donc, la lésion cérébrale est contrôle-latéral aux lésions corporelles. Donc, lorsque vous avez une atteinte du cerveau droit, vous êtes sûr que les lésions seront du côté gauche. Lorsque vous avez une atteinte du cerveau gauche, vous êtes sûr que les lésions sont du côté droit. Donc, dès qu'un médecin vient et voit un malade et on voit que la paralysie est située du côté gauche, a priori, la lésion est à droite. Donc, dès que la lésion survient, vous allez avoir une capacité de mouvoir les membres d'un côté. Le bras, le pied, la jambe, la cuisse, tout ça, vous allez avoir du mal à les mouvoir. Vous allez sentir comme une pesanteur de ces membres-là. C'est comme si c'est un poids que vous n'arrivez plus à soulever. Parce que tout ce qui est cellules, tout ce qui est aire corticale, c'est comme ça nous les appelons, parce que le cerveau est divisé en plusieurs aires, tout ce qui est aire corticale qui s'occupe du mouvement de vos membres, qui donne un commandement à votre corps, tout ça là est bousillé. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu le sang, ou bien il y a une hémorragie dans ces aires-là. Donc ces aires n'arrivent plus à fonctionner, les cellules de ces aires n'arrivent plus à fonctionner. Donc le commandement que vous devez avoir du cerveau pour mouvoir vos membres, vous n'avez plus ce commandement-là. Donc vous n'êtes plus autonome, vous n'arrivez plus à mouvoir ces membres-là. Donc ça, c'est un signe qui est très important. À un moment donné, vous avez des troubles de la vision, comme si vous allez commencer par avoir les images en deux. On parle de diplopie. Donc vous allez commencer par avoir des images en double, ou bien vous allez commencer par avoir un flou visuel. Dans ces cas-là. Plus loin, tout ce qu'on peut encore avoir, c'est une hyposensibilité. Lorsque vous n'avez pas à mouvoir les membres, il y a des endroits du corps, lorsqu'on les touche, vous ne sentez plus qu'on vous a touché. Mais il y a des gens, ils peuvent ne pas mouvoir les membres, mais dès que vous les touchez, ils vont sentir qu'ils sont touchés. Donc, c'est très important aussi d'avoir en tête ce côté-là aussi des symptômes. D'abord, on dit en médecine que lorsque vous avez un AVC, les 4 heures qui vont suivre la crise, il faut tout faire avoir un médecin, ou bien il faut tout faire pour aller consulter un médecin. Parce que c'est la phase pendant laquelle on a encore la possibilité de vous sauver. C'est la phase pendant laquelle on a la possibilité de faire renaître encore ces cellules-là du cerveau qui sont en train de souffrir. Parce que si vous passez ce temps-là, que nous appelons le temps de la pénombre, lorsque vous passez ce temps-là, on a du mal à faire régénérer ces cellules-là. Et vous aurez du mal à guérir de vos symptômes et à vous remettre de vos séquelles. Alors, si je comprends bien, il faut avoir aussi une très bonne alimentation pour éviter la maladie. Oui, il faudrait augmenter son alimentation en fruits et légumes. Il faudrait faire au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. Au moins 30 minutes d'activité sportive. Et après ça, pas de sel ou bien peu de sel, peu d'aliments gras et les bouillons, cubes, tout ça que nous utilisons, c'est des choses qui créent des dépôts dans l'organisme après, qui peuvent être à l'origine des artérioscléroses. Donc c'est à éviter. À éviter aussi. Trop sucré aussi, c'est pas bon. Donc peu salé, peu sucré et peu gras. Est-ce qu'il existe des causes mystiques à cette pathologie? Causes mystiques, là, oui. Dans ce sens, je vais vous parler de causes mystiques de façon générale par rapport aux maladies. Lorsqu'on veut créer, on veut envoûter quelqu'un, ou bien on veut ensorceler quelqu'un, c'est un esprit qu'on envoie. Puisque l'individu peut être à Abidjan, on est au Bénin,
Il suffit juste d'avoir son identité. Les gens regroupent un ensemble d'arsenal. Cet ensemble d'arsenal va faire quoi? Je vais être bref, parce que c'est tout un ensemble de choses. L'homme est composé de 3 entités. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Lorsqu'on veut agir sur un homme, c'est son esprit, c'est sur son esprit qu'on agit. Les gens me demandaient la dernière fois quelle est l'importance des prénoms que nous portons. Et je leur ai dit que, au fait, ce n'est pas l'organisme qu'on porte là, qu'on nomme. Pas, quand je dis Fallon, ce n'est pas votre corps que j'appelle, mais c'est l'esprit qui est en vous que j'appelle. Ah bon? Oui, parce que, c'est un exemple, je donne l'exemple de quelqu'un, peut-être qui s'appelle Paul. On nous a dit en médecine que lorsque vous dites Paul, il y a une vibration que vous envoyez, c'est un courant d'air que vous envoyez. Dans l'oreille, il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, il y a le tympan, il y a l'inclus, il y a la cochlée, il y a le vestibule, il y a beaucoup d'éléments là. Lorsque la vibration va au niveau de l'oreille, ces éléments-là captent la vibration. Envoie ça au niveau du cerveau. Votre cerveau sait déjà que vous vous appelez Fallon. Donc, lorsque le cerveau étudie la vibration, étudie le message, il renvoie le résultat maintenant à l'oreille pour dire c'est Fallon qui est dit. Donc, l'oreille entend maintenant Fallon. Donc, c'est tout ça qui se passe d'abord avant que vous entendez Fallon. Donc, dès que vous entendez, vous répondez oui. Donc, le cerveau reconnaît que c'est votre nom, on a appelé et vous répondez oui. Mais supposez que le monsieur Paul qu'on appelait de son vivant et qui répondait, il est décédé. On vient, mais on a toujours l'oreille qui est là. L'oreille externe est là, l'oreille moyenne est là, l'oreille interne est là. Mais on dit Paul, il ne répond plus. Ça suppose que de son vivant, ce n'est pas son corps qui répondait. Ça suppose que... Parce que l'oreille qui doit répondre est là, le cerveau qui doit étudier le message est là, tout est là. Mais on l'appelle, il ne répond plus. Donc ça suppose que de son vivant, le corps faisait juste un petit travail. Ce qui répondait, ce n'était pas le corps, c'était l'esprit qui était en lui qui répondait. Donc ça veut dire que lorsqu'on nomme quelqu'un, on donne un prénom à quelqu'un, ce n'est pas au fait le corps de la personne qu'on nomme, c'est son esprit qu'on nomme. Parce que chaque fois qu'on l'appelle, c'est l'esprit qui répond et le corps essaie de matérialiser cette réponse-là. C'est pour ça que lorsque vous voulez envoûter quelqu'un et vous appelez son nom, c'est directement son esprit que vous appelez, vous envoûtez l'esprit. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Donc lorsqu'on veut créer une maladie à quelqu'un, il suffit de regrouper un arsenal, un certain nombre d'ingrédients et vous invoquez le nom de la personne. Donc vous appelez l'esprit de la personne et vous créez le mal à cet esprit-là. Et comme tout ce qui vient à l'esprit, c'est le corps qui matérialise la chose, vous pouvez créer le sida à quelqu'un, vous pouvez créer l'AVC à quelqu'un, vous pouvez créer l'hypertension à quelqu'un. Donc vous appelez l'esprit, vous demandez à l'esprit de tout faire pour avoir telle maladie. Ou bien de tout faire pour que le corps qui l'abrite là ait telle maladie. Donc vous n'avez pas forcément à situer la maladie, mais comme on le dit, en fond, Doremazea, l'autre on a donc lorsque le mur n'est pas fendu, le magouin ne peut pas s'y incruster. Donc lorsque la personne n'a pas déjà une prédisposition à quelque chose, la personne ne peut pas faire la chose. Donc dès que vous envoyez le message spirituel pour dire va attaquer telle personne, c'est la prédisposition que la personne a qui fera que la personne fera telle ou telle maladie. Si la personne peut-être est un coureur de jupons, il ira choper le sida ou le VIH quelque part, il va mourir de ça. Lorsque la personne il boit trop ou bien il fume trop, si c'est peut-être 40 paquets de cigarettes qu'il doit fumer avant de faire un AVC, déjà que vous avez envoyé un message spirituel, il va peut-être fumer 10 et il va faire un AVC. Parce que l'esprit est déjà prédisposé à faire l'AVC. On a déjà demandé à cet esprit de faire un AVC. Donc, vous n'allez pas atteindre le niveau qu'il faut avant de faire l'AVC. Ça fait 1. De 2, lorsque la personne est envoûtée et fait une maladie, l'esprit qui a envoûté la personne, l'esprit entretient la maladie. Donc, si c'est peut-être un AVC ischémique qu'il fait et que peut-être dans les 4 heures qui suivent la crise, on l'appelle et on l'amène à l'hôpital et qu'on fait tout pour faire peut-être une thrombolyse ou une thrombectomie, pour lui, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas une maladie naturelle. On a demandé à l'esprit de faire souffrir le corps. On a envoyé un message spirituel pour faire souffrir le corps. Donc, à ce moment-là, vous allez faire la thrombolyse, vous allez faire la thrombectomie, mais vous allez perdre le patient. Donc, peu importe ce qu'on fait, non, ça ne peut pas marcher. Mais si la maladie est naturelle et que ce n'est pas envoûté, qu'on n'a pas demandé à cet esprit qui abrite le corps de créer un mal au corps, bon, on ne va même pas faire ce qu'on doit faire, on va juste faire peut-être le cas de ce qui doit être fait, la personne va se retrouver parce qu'il n'y a rien derrière cette maladie-là. Il n'y a pas un esprit maléfique qui entretient la maladie. Il n'y a pas un message spirituel qui est envoyé, qui entretient la maladie. C'est pour ça que traiter certaines maladies sous nos cieux doivent différer de traiter certaines maladies sous d'autres cieux. Parce que sous d'autres cieux, il n'y a pas ces entretiens spirituels négatifs là qui se font, il n'y a pas ces envoûtements, il n'y a pas ces ensorcellements-là. Donc c'est ça qui explique que les mêmes méthodologies que le médecin a utilisées pour sauver l'individu X, il utilise les mêmes méthodologies dans les mêmes pathologies et l'individu Y meurt.
parce que l'individu Y n'est pas venu avec une maladie simple, n'est pas venu avec une maladie naturelle. Sa maladie est soutenue par un message spirituel. Donc, en ce moment, vous allez tout faire. Vous allez même faire plus que ce que vous avez fait à l'individu X, mais vous allez perdre le patient là. Mais lorsque le médecin remarque que ça, ce n'est pas naturel, est-ce qu'il donne l'alerte au patient, ah, vous devez aller de ce côté? Voilà. Aujourd'hui, les médecins du Bénin, je m'excuse, sont encore limités dans ce sens-là où on ne reconnaît pas encore la valeur du spirituel au niveau de la santé conventionnelle, au niveau de la médecine conventionnelle. Il y a peu de médecins qui aujourd'hui, peu de centres aujourd'hui qui comprennent qu'à un moment donné, il peut y avoir des pathologies qui seront soutenues par quelque chose de spirituel. Il y en a de ces médecins qui prennent des dispositions et quelle que soit la situation, quelle que soit la cause de la pathologie, que ce soit spirituel ou pas, eux, ils font ce qu'il faut pour régler le problème. Mais il y a d'autres, bon, dans l'ignorance, ils vont se dire, bon, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, sans savoir que Dieu a donné, mais c'est peut-être un individu X qui a repris parce qu'il a envoûté ce malade-là. Donc, peu de médecins sont informés par rapport à ça. Et quand tu ne connais pas, c'est que tu ne connais pas. Donc, le médecin n'est pas forcé, parce qu'au cours de notre formation, on ne nous enseigne pas ça. Et on est en train de faire des luttes pour ça, pour que désormais, la médecine conventionnelle, dans sa formation, on puisse enseigner aussi la médecine traditionnelle pour montrer qu'au-delà de ce que le blanc nous a enseigné, il y a encore d'autres réalités sous le cieux dont il faut tenir compte. Est-ce possible de traiter également l'AVC avec la médecine traditionnelle? Avec la médecine traditionnelle, on ne peut pas dire qu'on va traiter directement l'AVC, mais on peut traiter les signes qui apparaissent après l'AVC. Parce qu'il n'y a pas encore de produits ou bien de médicaments ou bien de procédés, que ce soit traditionnel ou spirituel, pour aller empêcher ou bien pour aller traiter une hémorragie qui a lieu dans le cerveau. Il n'y a pas encore de procédé traditionnel pour dire qu'on va aller rompre un thrombus qui a bouché une artère et qui a empêché une partie du cerveau d'être irriguée. Mais dès que la personne a fait l'AVC, il y a des procédés qu'on peut utiliser, peut-être lorsqu'il a une hémiplégie par exemple, on peut utiliser des procédés, il peut s'agir de pommade, il peut s'agir de savon, il peut s'agir de bain, tout ça pour hypersensibiliser les nerfs de ces endroits paralysés pour l'aider à se remettre de sa maladie. Lorsqu'il ne parle pas, il y a aussi des produits qu'on peut faire pour stimuler rapidement ces aires corticales-là qui vont faciliter sa locution, qui vont faciliter le retour de la locution, du langage, de la compréhension et tout. Donc ces choses-là peuvent aider le patient à se remettre de sa maladie, mais ce n'est pas pour aller traiter directement l'AVC hémorragique ou ischémique, mais c'est pour traiter les conséquences ou bien les signes que ce patient-là a. Alors, comment prévenir alors l'AVC? Prévenir l'AVC, c'est respecter les facteurs de risque que nous avons cités. Que vous soyez jeune ou que vous soyez d'un âge donné, il faut savoir que il ne faut pas aimer l'alcool. C'est vrai, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est compliqué. Les jeunes adorent vraiment l'alcool. Aux jeunes de laisser l'alcool. Mais pour ne pas faire l'AVC, c'est zéro alcool, c'est zéro tabac. Il faut manger au moins 3 à 5 fruits par jour, différents fruits. Il faut faire des activités sportives, au moins 30 minutes d'activités sportives par jour. Il faut manger moins salé, moins gras et moins sucré. Et moi, je le dis, déjà à partir de 45 ans, 50 ans, il faut vraiment éviter, a priori, les bouillons cubes. Ça, là, c'est vraiment l'origine de beaucoup de choses. Ça détruit vraiment l'organisme. Donc, c'est très important d'éviter ces choses-là et de pratiquer l'activité sportive. Dès que vous faites ces choses-là, si vous n'êtes pas envoûté ni ensorcelé, je pense que vous ne ferez pas la vie. Merci beaucoup, docteur. Merci. Grâce à vous, aujourd'hui, nos internautes en savent beaucoup plus et davantage sur cette pathologie. Chers internautes, l'AVC est une pathologie qui peut toucher n'importe qui à tout âge. Il est donc crucial de comprendre l'importance d'une prise en charge médicale spécialisée dès les premiers signes de l'AVC. Une intervention rapide permet de limiter les complications et de réduire les séquelles. Le parcours de soins de l'AVC inclut plusieurs étapes, à savoir de l'alerte au traitement d'urgence, puis à la prise en charge spécialisée, sans oublier la rééducation et le retour à domicile. La prévention joue un rôle clé. Il est possible de réduire le risque d'AVC en agissant sur les facteurs de risque qui sont pour une grande partie évitables ou modifiables. Ce sera tout pour ce numéro. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour mieux comprendre cette maladie et comment y faire face. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés.